Les Assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires peuvent s'honorer, apparemment, on m'a dit ça, d'offrir aujourd'hui un espace, une scène même, à la voix des victimes. Vous avez entendu ce matin Jeanne, Elena, Marianne raconter le poison de l'emprise et les conséquences terribles de la dérive sectaire pour leur vie et celle de leurs proches. Qu'il me soit donc permis à mon tour de prêter pendant quelques instants ma voix à 4 enfants, eux aussi victimes de dérives sectaires. Je m'aperçois qu'on m'a fait un recto verso, je vous prie de m'excuser. Il manque une page, c'est pas grave. Pardonnez-moi. C'est pas grave. Donc 4 enfants victimes, voilà. En 2006, Nicolas témoignait devant la commission d'enquête parlementaire sectes et mineurs de son quotidien d'adolescent ex-adepte avec sa famille des témoins de Jéhovah. Le discrédit de l'école et de ses savoirs, l'obligation de se muer en prédicateur auprès de ses camarades, le temps libre exclusivement consacré aux activités dites spirituelles, le conditionnement, la culpabilisation de ne pas assez convertir de nouveaux adeptes. En 2021, Pierre a 17 ans, c'est encore un enfant, et comme beaucoup de jeunes de son âge, il se rêve grand, riche et séducteur. Il rencontre, via le site jeuxvideo.com, réservé aux majeurs normalement, vaste sujet, un individu que je ne nommerai pas, coach financier et sexuel, gourou 2.0, qui lui propose, à raison de 200 € pour 4 heures de vidéo, de faire son éducation financière et de l'aider à devenir trader. Il lui propose ensuite de l'initier à son programme de développement personnel Domination by Love, censé lui assurer succès social et conquête amoureuse, avec ce petit tuto tout à fait révélateur, comment étrangler ma copine. 2021 toujours, c'est l'histoire de ces 2 enfants, dont les parents se sont séparés et dont la mère s'installe avec un nouveau compagnon qui fait profession de coach de transformation et qui la soumet à des cures de désintoxication, autrement dit, des jeunes qui l'amaigrissent inexorablement, qui ne lui permettent plus de s'occuper de ses enfants, qui l'en détachent progressivement et qui conduisent finalement le juge aux affaires familiales, saisi par le père, à soustraire ces 2 enfants à l'influence délétère du couple. Ces 3 histoires ne sont pas des fictions. Elles figurent au sein de l'excellent rapport d'activité de la Miviludes. Ces 3 histoires nous disent beaucoup, à quel point les enfants sont souvent victimes à plus d'un titre et selon des configurations très différentes des dérives sectaires et des phénomènes d'emprise. Premier cas de figure, élevé par des parents adeptes. L'enfant est immergé dans un bain de croyances et de pratiques qui l'isolent, l'enferment, le soumettent à un véritable repli éducatif, hypothéquant ainsi lourdement son avenir de citoyen libre et éclairé. Deuxième cas de figure, l'enfant est carrément pris en charge directement par un praticien qui, dans l'intimité de la consultation, à force de persuasion, étend insidieusement son emprise, allant bien souvent jusqu'à violer cette intimité. Vous le savez, dans le secteur sectaire, les agressions sexuelles sont fort nombreuses. Troisième configuration possible, l'adolescent, sujet en construction, épris d'absolu et de pureté, se laisse séduire par un discours alternatif et radical où se conjuguent parfois complotisme, séparatisme, radicalisation, phénomènes qui ne se confondent pas strictement avec l'emprise sectaire, mais qui peuvent en décupler la portée. Les enfants sont des proies faciles. Comme mineurs, c'est bien le sens que le philosophe Kant donne à ce terme, ils sont par nature dépendants des adultes qui littéralement donnent forme à leur univers. Leur point de repère repose sur ceux donnés par leur entourage. Ils ne disposent pas, c'est une évidence, mais il faut bien le dire, et c'est bien normal, de l'autonomie, de l'esprit critique qui leur permettrait de prendre cette saine distance avec le discours et les pratiques d'adultes qui leur apparaissent comme des références. En outre, et à la différence des adultes victimes d'emprise, les enfants naviguent entre plusieurs temporalités, entre plusieurs espaces et acteurs, de la vie familiale à l'école, aux activités périscolaires et extrascolaires, multipliant ainsi les interstices
où le discours sectaire est susceptible de se loger. Enfin, et vous le savez, ils sont parfois otages de situations familiales complexes, dégradées, ou sur fond de séparation, l'un des deux parents remet en cause les choix éducatifs décidés à deux et arbitre seul le régime alimentaire, le retrait de l'école, le refus du vaccin, suscitant le désarroi de l'autre parent, des grands-parents, du reste de la famille. Ces trois histoires, il faut aussi les mettre à la lumière de l'inquiétante accélération et mutation des dérives sectaires. Vous l'avez certainement indiqué, chère Sonia, dans vos propos liminaires, en 2012, les signalements à la Miviludes ont augmenté de 30% pour s'élever à peu près à 4000 signalements. 12% de ces signalements concernaient des mineurs. C'est beaucoup, c'est trop, d'autant que nous le savons, les victimes d'emprise sectaire se caractérisent aussi par leur invisibilité, parce qu'elles n'ont pas conscience d'être victimes ou même refusent le statut de victime. Or, si des adultes considèrent qu'ils ne sont pas victimes, comment penser que des enfants puissent se signaler comme victimes? Outre cette augmentation, c'est le caractère insaisissable et toujours plus protéiforme du phénomène sectaire qui doit nous alerter. À côté des corps constitués et identifiés que constituent les témoins de Jéhovah ou l'Église de Scientologie, sont apparus, nous l'avons dit, des individus isolés, mais connectés, à l'image du gourou 2.0 que j'évoquais tout à l'heure, dont la force de frappe est décuplée par les réseaux sociaux et autres avancées numériques. On peut le dire aussi, la crise sanitaire et ses confinements ont pu faire vaciller des individus fragiles et conduire à des choix de mode alternatifs de vie qui impliquent souvent de retirer leurs enfants de l'école ou de les exposer à des pédagogies dites différentes. Songeons par exemple aux écoles Steiner-Walder, qui se présentent comme des écoles à taille humaine, prônant une approche alternative à l'école publique, où l'enfant se verrait accorder une plus grande attention. Or, on le sait, l'anthroposophie, ce courant qui repose sur l'idée que l'individu peut accéder par la pratique de la méditation et le développement de facultés de clairvoyance à un état supérieur de conscience, ce courant est radicalement contraire aux besoins fondamentaux de l'enfant. J'en ai fini, et non en fait, j'ai brossé un tableau sombre, mais je ne voudrais pas laisser penser que les pouvoirs publics n'agissent pas ou qu'ils sont complètement désarmés. Sur le plan législatif, en 2021, la loi a réaffirmé la notion d'intérêt de l'enfant et permet donc aux juges aux affaires familiales de mieux moduler l'autorité parentale et d'agir sur ses attributs. C'est sur ce fondement, dans l'exemple de la remise des enfants de la mère au père, qu'on a pu mettre fin à la résidence alternée des deux mineurs et les confier définitivement à leur père. La loi du 24 août 2021, confortant les principes de la République, nous a aussi donné des instruments pour mieux contrôler l'instruction en famille et les écoles, et les écoles de fait, en fait. Et je veux saluer bien sûr l'effort du ministère de l'Éducation nationale pour mener en lien avec le ministère de l'Intérieur les contrôles nécessaires, totalement indispensables. S'agissant de la protection de l'enfance, je veux saluer l'action de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la Miviludes, qui travaillent de concert depuis très longtemps, depuis 2011, la Convention existe, dans un partenariat qui se nourrit chaque année un peu plus. La Miviludes est engagée aux côtés des formations proposées par l'ENPJJ, l'École de la protection judiciaire de la jeunesse, pour étayer des formateurs volontaires qui pourront ensuite diffuser sur tout le territoire à tous les acteurs de justice des mineurs les savoirs qu'ils ont pu capitaliser. La Miviludes met à disposition de la PJJ ses propres compétences, son expertise pour apprécier les situations qui lui sont remontées. Ça, c'est évidemment extrêmement riche. En 2022, c'est comme ça qu'un mineur a pu être orienté vers un psychologue spécialisé dans les dérives sectaires grâce à une double analyse PJJ-Miviludes. Il faut évidemment renforcer cette collaboration pour favoriser les partages des expériences et des pratiques, pour prévenir ces risques chez les mineurs et bien sûr assurer leur prise en charge une fois qu'ils sont repérés. La DPJJ est membre du Conseil d'orientation de la Miviludes, ce qui met en lumière l'importance de la prise en compte des enfants, des mineurs, dans la lutte contre les dérives sectaires. Nous pouvons aller encore plus loin, et je sais que les équipes s'y sont prêtes, notamment pour accompagner la protection de l'enfance. Et je pense que les travaux entre la PJJ et la Miviludes doivent aujourd'hui
influer les travaux entre la Miviludes et les professionnels de l'aide sociale à l'enfance auprès des départements, qui eux aussi sont confrontés à ces problèmes. Je forme donc le vœu que nous puissions approfondir nos relations avec les collectivités locales, communales, départementales, actrices clés dans la lutte contre les phénomènes sectaires. Madame la ministre, chère Sonia, je vous remercie infiniment d'avoir porté ces assises extrêmement importantes. C'est un phénomène qu'on connaît, mais qu'il faut régulièrement remettre, évidemment, en lumière, a fortiori avec une augmentation des phénomènes. Je vous remercie de m'y avoir convié, parce que vous revivifiez notre mobilisation commune plus que jamais nécessaire, et parce que vos assises travaillent à une feuille de route très concrète, pragmatique, qui doit faire réussir notre politique publique. Et parce qu'elles incarnent, ces assises, cette interministérialité qui m'est chère, qui est très précieuse pour la cause des enfants et qui permet d'unir nos forces de chacun et de chacune en faveur de ces enfants, notamment les plus fragiles. Merci beaucoup pour votre attention.